La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau. Voilà ce qu'a déclaré en 1920 le père de l'astronautique russe Konstantin Tsiolkovsky. Le désir de quitter la Terre et de voyager dans l'espace a toujours existé. C'est d'abord l'expression d'un défi ou la volonté d'atteindre l'inaccessible. Ce rêve a en partie été réalisé puisque l'homme a marché sur la Lune. Mais cet exploit n'est que le prélude à des voyages plus ambitieux. Notre 21e siècle verra probablement se développer de fantastiques épopées spatiales. Dès l'Antiquité, le voyage dans l'espace faisait rêver. Pourtant, on n'imaginait pas qu'il soit possible de s'y rendre physiquement. Le voyage céleste symbolisait surtout l'élévation spirituelle, l'ascension des âmes vers la divinité. Les récits légendaires mêlaient le ciel spirituel et le ciel matériel. Mais il semblait aussi dangereux de s'attaquer à l'un comme à l'autre. Braver le domaine des dieux pouvait être puni de mort. C'est justement ce que nous raconte le fameux mythe d'Icare. Dans la bonne ville d'Athènes vivait autrefois un architecte de très grande réputation nommé Dédale. Ingénieur, il avait fait nombre de découvertes qui lui avaient valu la reconnaissance de quelques-uns de ses concitoyens, mais aussi la jalousie et la haine de la plupart des autres. Dédale décida de s'exiler avec son fils Icare, et ils partirent se réfugier en Crète chez le roi Minos, lequel le prit aussitôt à son service. En fait, Minos avait grand besoin de Dédale. Son épouse avait donné naissance à un minotaure, un monstre horrible, moitié homme, moitié taureau, qui se nourrissait de chair humaine. Le peuple de Crète voulait tuer cet être hybride, mais Minos ne pouvait s'y résoudre, car après tout, c'était sa progéniture. Aussi cherchait-il un moyen d'enfermer le monstre sans qu'il puisse s'échapper, tout en le gardant en sécurité. Dédale eut l'ingénieuse idée d'inventer un labyrinthe. Il fit construire un enchevêtrement de couloirs si complexes qu'il était impossible à quiconque d'en retrouver la sortie. On y emprisonna le Minotaure, mais comme il fallait le nourrir, une fois par an, 7 jeunes gens et 7 jeunes filles étaient jetés en pâture au monstre. Un jour, Thésée, le fils du roi d'Athènes, voulut mettre fin à cet acte barbare et il décida de tuer le monstre. Sa fiancée, Ariane, n'était autre que la fille de Minos. Ensemble, ils rendirent visite à Dédale et Thésée demanda aux savants comment pénétrer dans le labyrinthe et surtout comment en sortir. Hélas, lui répondait Dédale, la construction est telle que je serais bien incapable d'en trouver la sortie. Par contre, si tu amènes avec toi une pelote de fil que tu laisses dérouler, il te sera facile de retrouver ton chemin. Ariane s'empresse alors de lui tisser un long fil d'or, et c'est ainsi que Thésée trouve le Minotaure, qu'il le tue. Puis les deux fiancés quittent l'île de Crète. Quand Minos apprend que le Minotaure a été tué grâce à l'ingéniosité de Dédale, furieux, il enferme l'ingénieur dans le labyrinthe en compagnie de son fils Icare. Sans le fil d'Ariane, Dédale sait bien qu'il ne pourra jamais trouver la sortie. Cependant, Icare n'a aucune envie de finir ses jours ici. Perdu dans ces couloirs sans fin, il supplie son père de trouver une solution. Après plusieurs jours d'errance, Dédale avise soudain des plumes perdues par les nombreux oiseaux qui hantent le lieu. « Mon fils, dit-il, je crois tenir le moyen de nous échapper d'ici. Ramasse donc ces plumes et toutes celles que tu trouveras aux alentours. » Il fouille dans son sac et il en sort des bâtons de cire qui lui servent à cacheter ses lettres. Se servant d'un cristal de roche comme d'une loupe, il les fait fondre. Colle ces plumes sur ton corps à l'aide de la cire fondue et tu m'aideras à faire de même pour moi. Avec l'aide des dieux et du vent, nous nous envolerons comme des oiseaux. Dédale n'a qu'un seul souci, c'est de sauver son fils. Icare, lui, a une admiration sans borne pour son père et lui voue une confiance aveugle. Sans avoir le moindre doute sur la nouvelle invention de son père, il s'élance dans les airs en battant des ailes, bientôt rejoint par Dédale. Sous eux, le labyrinthe se découvre, avec son architecture complexe de couloirs. Plus il s'élève, plus la gigantesque construction prend l'apparence et la taille d'un dessin. « Nous sommes sauvés !» s'exclame Icare, transporté de joie. Cependant, son père le met en garde de ne pas monter trop haut, pour ne pas s'approcher trop près du soleil.
Mais Icare, ivre d'espace, ne l'écoute plus. Il est le premier des hommes à voler si haut. Attiré par le soleil comme un insecte par la lumière, il s'élève de plus en plus. Et la cire se met à fondre sous les rayons ardents du soleil. Peu à peu, les plumes d'Icare se détachent de son corps et il se met à tomber vertigineusement. Son père assiste impuissant à la longue chute de son fils qui est englouti par la mer. Dédale maudit la cruauté des dieux et il se promit de ne plus jamais essayer de voler. Après avoir enterré son fils, il se recueillit longuement sur sa tombe. Puis il songea que le jour où les hommes atteindraient les cieux, alors ils deviendraient des dieux. La tragique aventure d'Icare nous prouve à quel point le désir de conquérir l'espace est plus fort que tout. Et le temps qu'il a fallu pour réaliser ce rêve insensé prouve aussi la difficulté de se libérer de la pesanteur. Si l'homme a enfin atteint la Lune le 21 juillet 1969, 50 années de recherche, d'essais et d'échecs auront été nécessaires pour accomplir cet exploit technologique sans précédent. Les astronautes des missions Apollo, ceux de la navette spatiale et les cosmonautes de la station russe Mir ont été les Icares du XXe siècle. Certains l'ont même payé de leur vie. Aujourd'hui, la conquête spatiale reprend de plus belle. Et il est sérieusement envisagé, dans un avenir proche, de vivre en orbite autour de la Terre et de voyager vers d'autres planètes. Imaginez la fin du XXIe siècle. Nous sommes en 2099. Une navette spatiale futuriste grimpe dans l'atmosphère terrestre. Bientôt, elle atteint sa première escale, une grande roue en orbite dans l'espace. Certains passagers sont des touristes venus passer un week-end dans l'espace. Mais la Grande Roue n'est pas qu'une simple base de loisirs. C'est un port spatial, une étape pour les voyages vers la Lune. Car désormais, la Lune est colonisée. Tout a commencé en 2025, lorsqu'il a été possible d'installer une petite base habitée en permanence par 6 à 12 personnes. Elles ont effectué des séjours de 3 à 6 mois, pendant lesquels elles y ont mené des expériences de géologie, de biologie, elles ont mis en place des écosystèmes. En 2040, un village de 200 personnes s'est établi, et 20 ans plus tard, un bourg lunaire de 1000 individus. En 2069, date symbolique, un siècle après Apollo 11 et le premier pas de l'homme sur la Lune, l'indépendance de la Lune a été déclarée. Et maintenant, en 2099, il y a une véritable métropole lunaire. Des gens y vivent et y travaillent. Des scientifiques, des mineurs, des jardiniers. Mais la Lune n'est pas le bout du voyage. Elle n'est que la première escale vers des horizons plus lointains. Une fusée quitte une base lunaire en direction de Mars. La fusée s'approche de ce petit monde froid à l'atmosphère si ténue. La planète rouge est elle aussi colonisée. À 100 millions de kilomètres de la Terre, des villes entières abritent des êtres humains. Protégées par des bulles hermétiques, elles ont été construites sur le modèle des bases lunaires et elles sont ravitaillées par elles. Des couloirs étanches relient les laboratoires, les usines, les bureaux et les habitations. La cité martienne vit en totale autonomie. Les biodômes produisent la nourriture à partir de l'énergie solaire et tout est recyclé. Dehors, sans combinaison spatiale, il serait impossible de survivre une seconde. Alors, pour rendre le séjour martien plus confortable, les scientifiques envisagent de transformer la planète rouge en une seconde Terre. C'est que l'humanité en expansion est à l'étroit dans son berceau d'origine. Alors, elle songe à transformer l'environnement de Mars pour le rendre semblable à celui de la Terre et en faire un lieu de vie convenable. Mais Mars est presque dépourvu d'atmosphère et il y fait très froid. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour créer un effet de serre et rendre l'atmosphère martienne respirable. En attendant ces temps lointains,
l'humanité colonise le système solaire. Les prochaines destinations, au départ de Mars, ce sont les planètes géantes et gazeuses, comme Jupiter, Saturne, ou plutôt leurs satellites rocheux. Ganymède et Titan sont presque aussi gros que la Terre, et l'homme peut y poser le pied. Quant à la plus lointaine planète du système solaire, Pluton, au sol également rocheux, il faut voyager plus de 15 ans pour l'atteindre. C'est que les systèmes de propulsion ne sont pas assez puissants et les réserves de carburant sont limitées. Les navigateurs de l'espace utilisent le vent solaire, ce flot de particules qui est émis de façon continue par notre étoile et qui souffle en exerçant une véritable poussée. On peut le récupérer dans de gigantesques voiles et se laisser dériver. Mais pour quitter le système solaire, il faudra maîtriser de nouveaux combustibles. La propulsion nucléaire ou ionique serait capable de donner la poussée nécessaire. Même en voyageant à 30 000 km par seconde, c'est-à-dire à 1/10 de la vitesse de la lumière, il faudra 40 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Tout cela peut vous paraître de la pure science-fiction, et pourtant, ce sont les prochains grands chantiers de l'espace. Aujourd'hui, les pays s'unissent pour construire la Station spatiale internationale, et ce n'est qu'un début. Elle devrait être achevée en 2004. Des astronautes de toutes nationalités y feront des séjours de longue durée pour se préparer au voyage et au débarquement sur Mars. L'exploration martienne, avec des êtres en chair et en os, et non pas des robots, est envisagée après 2030. Alors oui, Tsiolkovsky, au début du XXe siècle, avait vu juste. L'homme ne restera pas sur Terre, mais toujours en quête de lumière et d'espace, il se hasardera d'abord timidement hors de l'atmosphère, puis il fera la conquête du système solaire tout entier.